L'invité de la matinale. KTO Radio. C'était il y a un mois, les corps de 5 personnes étaient retrouvés échoués sur la plage de Wimereux près de Calais après avoir tenté de rejoindre la Grande-Bretagne. Dans le même temps, le Parlement britannique votait une loi anti-immigration rendant légal l'envoi au Rwanda des exilés arrivés sans autorisation sur le territoire. Derrière ces chiffres, derrière ces lois se cachent des hommes et des femmes dont je vous propose de parler ce matin avec Juliette Delaplace. Bonjour Juliette. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur KTO Radio. Vous êtes coordinatrice du Secours catholique à Calais. Vous aidez ces personnes migrantes bloquées autour de Calais entre la France et la Grande-Bretagne sur cette frontière-là. Expliquez-nous déjà combien de personnes s'y trouvent actuellement. Alors on estime qu'à Calais, il y a, en fonction des saisons, des moments, entre 1000 et 2000 personnes exilées. Ce sont des personnes qui viennent principalement du Soudan, d'Érythrée, mais aussi de Syrie, d'Iran, d'Irak ou d'Afghanistan. Parmi ces personnes, il y a une majorité d'hommes seuls, mais on rencontre aussi très régulièrement des femmes, des familles et une part importante qu'on estime entre 10 et 20% de mineurs non accompagnés. Et combien de temps ils restent sur place avant de réussir ou pas à partir pour l'Angleterre ? C'est très variable. Il faut se dire que la frontière physique qui existe sur le littoral nord, c'est aussi une frontière économique, puisque n'existant pas de voie sûre et légale de migration pour rejoindre le Royaume-Uni, les personnes tentent par leurs propres moyens de rejoindre l'Angleterre, et certaines personnes qui ont les moyens de payer un passage pour contourner cette frontière passent plus vite que celles qui sont sans ressources. Donc nous, dans nos actions, notre accueil de jour, notre accueil pour les femmes, nos maraudes sociales, on rencontre des personnes qui sont sans ressources, qui viennent de pays en guerre, qui ont des parcours migratoires extrêmement difficiles, en passant par la Libye, par la Méditerranée, qui n'ont pas de ressources quand elles arrivent à Calais et qui parfois attendent pendant des mois, voire des années, avant de rejoindre le Royaume-Uni. Et dans quelles conditions attendent-ils justement à Calais ? Racontez-nous ces conditions dans lesquelles ces exilés vivent, survivent, même la dureté extrême de cette situation. Alors la politique à Calais, elle a deux volets. Elle a un premier volet qui est les conditions de vie et qui est caractérisé depuis l'expulsion de la Grande Jungle de Calais en 2016 par une politique de lutte contre les points de fixation. Les points de fixation, c'est finalement une formule euphémisante pour parler de personnes. Donc la politique, c'est de lutter contre la présence des personnes exilées. Ça se traduit par des expulsions de l'eau de vie toutes les 48 heures avec confiscation des effets personnels, tentes, couverture. Ça se traduit par une difficulté d'accéder à ne serait-ce qu'à l'espace extérieur et de s'installer dans l'espace extérieur, puisqu'il y a une politique urbanistique très offensive avec pose de rochers, pose de grillage, coupe d'arbres, des douves des creux qui sont créés sur les terrains pour que les personnes ne puissent s'y installer. Ça passe aussi par la criminalisation d'arrêtés, puisqu'il faut se rappeler que Calais, pendant 2 ans, a été une ville où il y a eu des arrêtés préfectoraux qui interdisaient aux associations de distribuer à boire et à manger. Donc ça, c'est le premier volet de la politique, une politique de lutte contre la présence des personnes exilées, qui a été lancée évidemment par notre association, le Secours catholique, mais nous ne sommes pas les seuls, aussi par le Défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, l'ONU et même la Cour européenne des droits de l'homme. Le premier volet de la politique, il est doublé d'un second volet, qui est la militarisation et ce qu'on peut appeler aussi la bunkerisation de la frontière franco-britannique pour rendre cette frontière infranchissable. Il y a eu plus de 23 accords entre la France et le Royaume-Uni avec cet objectif-là. Le Royaume-Uni a annoncé en 2022 que sur 3 ans, il dépenserait un demi-milliard d'euros pour rendre cette frontière infranchissable. Ce sont des moyens technologiques extrêmement sophistiqués, drones, avions de Frontex, détecteurs de battements de cœur, et énormément de forces policières déployées ici, avec pour objectif non pas d'empêcher les traversées, ça n'a pas fonctionné. 2022, par exemple, a été une année où il y a eu énormément de traversées et un nombre record de demandes d'asile déposées au Royaume-Uni. En revanche, ça a un impact sur les vies humaines, puisque depuis 1999, 410 personnes sont mortes à la frontière, et elles sont déjà 22 depuis le début de l'année 2024. Ce que j'allais dire, ça n'empêche pas forcément les personnes de passer. Et il y a tout un réseau et une économie noire autour de ces passages-là. Qui sont ces personnes qui, justement, utilisent la misère et la pression autour de cette migration pour effectuer des voyages entre les deux frontières de l'Angleterre et de la France ?
Alors, vous parlez des passeurs. Oui, oui. La première chose à dire, c'est que moi, je considère que l'image du passeur, c'est une image qui est fortement instrumentalisée, alors que c'est un phénomène qui est créé de toutes parts par les politiques du gouvernement français et du gouvernement britannique. Finalement, les passeurs, les réseaux de passeurs, c'est une maladie, c'est un symptôme d'une maladie que l'on a créée, puisque en empêchant totalement aux personnes de rejoindre de manière régulière le Royaume-Uni, on ne laisse aux personnes en recherche de protection d'autre choix que de passer par ces réseaux-là pour contourner ces technologies très sophistiquées qui ont été mises en place. Un exemple très simple, par exemple, c'est que pour contourner le fait qu'il y a des détecteurs de chaleur humaine dans le port, les réseaux de passage organisent des entrées dans des camions frigorifiques. Et donc ça, c'est conséquence directe de la politique et des stratégies de contrôle mises en place. Ça aboutit évidemment à des drames. Il y a quelques années de ça, 39 Vietnamiens ont été retrouvés morts dans un camion frigorifique en Angleterre après un passage de la frontière. Et donc le passeur, pour moi, c'est vraiment ça, un symptôme d'une maladie que l'on a créée en menant ces politiques-là, que nos gouvernements ont créé en menant ces politiques-là. Ensuite, la figure du passeur, et peut-être que vous avez vu le film Io Capitano qui est sorti au cinéma il y a quelques mois. La figure du passeur, elle est complexe. Bien sûr, il y a des grands réseaux très organisés, mais il y a aussi des petites mains. Et j'en parle parce qu'aujourd'hui au Royaume-Uni, ces petites mains qui finalement conduisent le bateau parce qu'elles n'ont pas d'autre moyen de passer en Angleterre, sont extrêmement criminalisées. Il y a eu notamment récemment un jeune homme qui conduisait le bateau, Ibrahim Abba, qui a été condamné à plusieurs dizaines d'années de prison du côté britannique pour cette action. L'Union européenne a adopté en avril dernier une nouvelle politique commune en matière de gestion de l'asile et de la migration, un pacte migration. Et ce pacte renforce les mesures déjà mises en place pour contrôler et juguler l'immigration. Quel impact ces lois ont à Calais directement ? Le Secours catholique a dénoncé ce pacte asile-immigration aux côtés de très nombreuses associations de la société civile. En fait, une des mesures importantes de ce pacte asile-immigration, c'est d'enregistrer, d'examiner les demandes d'asile dans des centres fermés aux frontières de l'Union européenne, sous la forme finalement identique à des hotspots, comme on a pu en voir émerger en 2015, notamment dans les îles grecques. Cette mesure et le pacte asile-immigration, en fait, de nouveau, privilégie la dimension sécuritaire et la dimension de mise à l'écart des personnes exilées au détriment de leur dignité, au détriment de la qualité de l'accueil et de l'examen de leur demande d'asile, puisqu'en fait, on parle véritablement de centres fermés dans lesquels, d'ailleurs, il n'y a pas d'exemption pour les enfants ou les familles. Donc, les femmes et les enfants, les familles seront traitées de la même manière, principalement sécurisées et non pas de protection que les hommes seuls. Donc, nous, c'est une mesure qu'on dénonce parce qu'il y a des conséquences sur les parcours migratoires, puisque ici, à Calais, on est vraiment un endroit où on voit des personnes qui souffrent de la situation ici sur place, mais qui souffrent aussi du contexte dans leur pays. Pour reparler du Soudan, c'est la nationalité principale des personnes qu'on rencontre ici. Au Soudan, il y a une guerre actuellement, une guerre qui fait de nombreux morts et de nombreux déplacés. Ce sont des personnes qui ont traversé la Libye, la Méditerranée, qui ont eu des difficultés à rejoindre l'Europe, qui ensuite ont dû traverser en général les Alpes entre l'Italie et la France, qui ont pris vraiment beaucoup de risques. Et ça se sent sur leur parcours, ça se sent sur leur forme physique, ça se sent sur leur santé mentale. Et en fait, ce pacte asile-immigration, à notre sens, ne va pas non plus empêcher l'immigration. On n'empêche pas l'immigration. Simplement, va rendre les parcours plus difficiles, plus tortueux et avec un impact difficile sur la santé des personnes exilées, tout simplement. Et on l'a dit en début d'interview, le Royaume-Uni a aussi durci sa loi, adopté une loi anti-immigration très critiquée qui leur permet de renvoyer au Rwanda les personnes arrivées illégalement sur le territoire britannique. Comment cette loi est perçue par les exilés ? Alors, il n'y a pas une réaction.
Les personnes exilées, bon, voilà, sont évidemment, et vous le savez aussi bien que moi, aussi diverses que nous tous. Donc, il y a des personnes avec lesquelles on discute, pour lesquelles ce Safety of Rwanda Bill qui prévoit l'externalisation de la demande d'asile des personnes au Royaume-Uni vers le Rwanda crée énormément de stress, énormément d'anxiété. Et moi, j'ai toujours une pensée quand on parle de ça pour une personne qui s'est suicidée il y a 2 ans au moment des discussions sur ce Rwanda Bill. Et ses amis nous ont dit que cette nouvelle annonce avait généré énormément de stress et avait éteint en lui la dernière source d'espoir. Mais il y a d'autres personnes qui disent moi, de toute façon, mon parcours a été empreint de risques depuis le début. J'ai pris des risques à chaque étape. À chaque étape, j'ai pris des risques et à chaque étape, j'ai survécu. Et donc, finalement, cette Safety of Rwanda Bill, c'est un nouveau risque, mais un nouveau risque auquel, si Dieu le veut, parce que beaucoup sont croyants et beaucoup s'expriment de cette manière-là, si Dieu le veut, j'arriverai à échapper. Et vous comprenez, à contrario, certains discours qui ont du mal à être en accord avec l'idée de régulariser, voire même d'aider les personnes exilées. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Je comprends que ça puisse être difficile de s'ouvrir à l'autre quand il est si différent. Et surtout, je vois et je sais que cette question de l'accueil des personnes étrangères, c'est un sujet qui est extrêmement manipulé, notamment dans un contexte électoral. Et on est dans un contexte électoral en amont des élections européennes. C'est un sujet qui est manipulé à des fins électoralistes, justement. Et donc, c'est un sujet qui devient totalement fantasmé. Moi, j'invite les personnes qui ont cette crainte-là à rencontrer des personnes exilées, à aller dans un accueil de jour, aller dans un café papote, pourquoi pas du Secours catholique, il y en a sur tout le territoire. Pour justement faire tomber ces préjugés et être simplement dans le vrai. Et se rendre compte qu'en fait, derrière le thème migrant, derrière le terme exilé, en fait, ce sont des hommes, des femmes avec des parcours, avec des identités, avec des caractères qui peuvent nous ressembler ou non, voilà, dans toute leur diversité, dans toute leur humanité, mais qui sont vraiment des frères et sœurs en humanité. Et je pense que cette rencontre, elle est indispensable. Elle peut aussi passer par lire un ouvrage qu'un proche engagé dans une association ou sensible à cette question nous aura conseillé, ou regarder un film, mais en tout cas être ouvert à la rencontre, parce qu'une fois qu'on a fait cette ouverture à la rencontre, je pense que toutes les craintes tombent, et on sait que non seulement c'est possible, mais nous, dans le Secours catholique à Calais, où on réunit une centaine de bénévoles de tout âge, de toute condition sociale et économique, non seulement la rencontre avec les personnes exilées, elle est possible, mais elle est belle, elle est joyeuse. Vraiment, c'est malgré la difficulté ici à la frontière, on vit quelque chose très, très, très fort et très riche. Merci beaucoup, Juliette Delaplace, d'avoir été avec nous ce matin sur KTO Radio pour nous témoigner de la situation migratoire à Calais. Je rappelle que vous êtes coordinatrice pour le Secours catholique sur place. On a entendu votre message. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous, bonne journée.